Alors, bonjour à tous et à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui continuent de nous rejoindre. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvain, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Et on est ensemble ce soir donc, pour une 4e visio de Réno. Donc, c'est un concept qu'on a développé en réaction, on va dire, au confinement et au post-confinement, puisqu'on ne pouvait plus faire d'événements sur le terrain. On a bon espoir de pouvoir reprendre les visites sur site au 2e semestre. Donc, nous avons fait 4 jeudis de suite. Celui-là, c'est le 4e des retours d'expérience sur des visites qu'on avait déjà fait il y a quelques années. Et là, l'idée, c'est de pouvoir représenter le projet, bénéficier de quelques années de retour d'usage et échanger notamment avec le conseil syndical et éventuellement aussi avec la maîtrise d'œuvre pour voir un petit peu les points exemplaires du projet et comment le bâtiment a vécu depuis les travaux. Donc nous, l'espace Info Énergie, donc l'espace Info Énergie est porté par 2 structures, 2 associations. Donc l'ALEC qui est présente ce soir, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui officie sur les 59 communes de la métropole de Lyon, et la LTE 69, l'Agence locale de transition énergétique du Rhône, qui s'occupe du reste du département. Et nos structures sont soutenues par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par les collectivités locales, et en premier lieu, pour ce qui nous concerne, par la métropole de Lyon. La visio de ce soir est aussi fait en partenariat avec Tassin la Demi-Lune, puisque c'est dans le cadre aussi d'une convention qu'on a avec eux que cette visite s'inscrit. Je vais vous présenter un peu plus en détail les consignes de ce soir. Donc, je l'ai dit, hein, mais c'est bien de le rappeler. Les micros et les caméras des participants sont normalement coupés quand vous rentrez sur la conférence. Vous avez un onglet conversé en bas de l'outil Zoom. Et alors, je vais voir parce que justement, j'entends qu'il y a des alertes anti-alerte de nouvelles personnes qui se connectent. Alors, donc, voilà, toutes vos questions, en fait, hein, c'est à poser dans l'onglet Converser et on y répondra à la fin. On essaiera en tout cas d'y répondre. Et le webinaire étant enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie dans les jours qui suivent. Voilà pour la partie consigne. Pour la partie, si j'arrive à lancer la diapo suivante. Donc, on aura au niveau des intervenants M. Gambin de la copropriété de la Pomme, M. Sall, s'il est présent, du cabinet Variance. Et je n'ai pas noté, mais comme mon collègue Mohamed Bamoussa a pu se connecter, vu que c'est un de nos nouveaux recrutements sur l'assistance aux copropriétés, je lui laisserai la parole pour se présenter, puisque ça pourrait être un de vos interlocuteurs pour les gens qui ont des projets de rénovation de copropriété. Je vous présenterai un petit peu en détail l'espace Info Énergie, le dispositif EcoRénov. On verra un film de la copropriété La Pomme. On parlera de concertation et de rénovation énergétique. On parlera de coût des travaux et de subventions. On parlera de retour d'expérience après 2 ans de vie dans le bâtiment rénové. Et on répondra à vos questions pour terminer. Donc, l'espace Info Énergie et la marque FAIR qui a été mise en place par l'ADEME il y a quelques années, c'est un service d'intérêt général qui est gratuit, neutre et indépendant, et c'est le seul réseau en France qui fait du conseil gratuit et indépendant de tout fournisseur d'énergie et de matériaux, avec un volet conseil technique, donc connaître un peu le niveau de performance à atteindre pour être vraiment efficace, avec un volet conseil économique, donc combien ça peut vous permettre d'économiser, quelles aides vous pouvez mobiliser, et avec le volet environnemental, puisqu'évidemment, si on travaille sur la transition énergétique et sur la rénovation énergétique performante, c'est bien évidemment pour vous faire réduire vos consommations d'énergie, mais c'est aussi pour limiter les émissions de polluants et donc pour réduire les impacts environnementaux. Le service est disponible sur tout le Rhône. L'ALEC donc officie sur le Grand Lyon, donc la partie en bas à droite en gris, mais le reste du Rhône est couvert par les collectes de la LTE 69 avec des permanences décentralisées sur un certain nombre de villes du reste du Rhône. La plateforme EcoRénov, ça c'est un dispositif qui a été mis en place en 2015
qui est un dispositif donc, de la métropole de Lyon soutenu par la région et l'ADEME pour conseiller et accompagner les projets d'éco-rénovation de l'habitat. Et l'ALEC a été missionné comme porte d'entrée du dispositif. Donc, en gros, vous avez des questions, vous nous appelez, vous appelez l'espace Info Énergie, on vous renseignera. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus de 15 000 logements financés depuis 2015, pas loin de 300 millions d'euros de travaux, à peu près 43 millions d'euros de subventions. Donc, au final, le découpage, c'est un peu plus de 10 000 logements privés financés, dont 1 378 ménages modestes, dans 121 copropriétés et 253 maisons. Et on a aussi pas loin de 5 500 logements sociaux qui ont été financés sur 33 opérations. Et pour ce qui nous intéresse ce soir, vous avez à droite un graphe qui vous montre l'évolution des rénovations de copropriétés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fortement augmenté, puisqu'on est passé de 4 copropriétés en 2015 à 38 en 2019. Et bon, évidemment, pour 2020, on n'a pas encore les chiffres complets. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui est véritablement incitatif et qui va vous aider à faire des projets peut-être même plus performants que ce qui aurait pu être envisagé au départ. Donc, sur les diapos suivantes, sur les 2 diapos suivantes, je vais laisser mon collègue Mohamed prendre la parole pour vous expliquer les intérêts de rénover sa copropriété. Hop. Si tu es là, Mohamed, si tu es opérationnel. Et alors, Mohamed, si tu peux… Alors, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Sylvain en début de présentation, donc, je suis arrivé à la mi-mars, donc juste avant le confinement. Ouais, démarrer la vidéo. Pardon. C'est mieux qu'on te voit. Yes. OK. Et donc, actuellement, j'occupe le poste de chargé de mission copropriété au sein de l'ALEC. Voilà, chargé de mission copropriété, un poste qui concerne toute la partie accompagnement, conseil et donc voilà, accompagnement technique, financier et conseil technique sur toute la partie copropriété. Donc moi, je suis spécialisé dans la copropriété. D'autres collègues font plus de la maison individuelle et d'autres encore traitent plus avec les bailleurs sociaux. Donc, on va répondre à cette question un petit peu, histoire de replacer un peu le contexte. Quels sont les intérêts de rénover sa copropriété? Donc, pour commencer, l'objectif principal dans une éco-rénovation, c'est l'amélioration du confort des habitants, donc des occupants. Donc, à travers l'amélioration des conforts dits d'été et d'hiver. Donc, en été, on aura comme objectif de diminuer les surchauffes à l'intérieur du logement et donc d'améliorer le confort de l'occupant. Et en hiver, pareillement, de garantir un bon confort hivernal, une bonne température intérieure et donc d'éviter les réflexes de surconsommation de chauffage, c'est-à-dire en augmentant la température de consigne. Donc à partir de là, on aura justement une conséquence qui en découle, c'est l'économie de l'énergie. Ensuite, on pourra donc anticiper les augmentations du coût des énergies en sachant qu'elles fluctuent à travers le temps et d'anticiper les réglementations futures. Donc aujourd'hui, rénover sa copropriété, ça permet d'être plus dans l'anticipation et donc permet de prévenir les réglementations qui vont arriver et donc de pouvoir bénéficier d'aides qui ne seront pas forcément ou plus existantes à l'avenir. Donc, il y a également le volet environnemental qui permet de moins polluer grâce à des matériaux qui sont plus sains pour l'environnement et des pratiques qu'on va essayer de mettre en place pour permettre justement de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Et enfin, donc, il y a une grosse plus-value sur la valeur patrimoniale de son bien, sachant que, comme on peut le voir sur les 2 images qui sont présentées à l'écran, sur la copro Les Églantiers, donc une copro de 40 logements sur la commune de Tassin, la demi-lune. On peut bien voir
a priori et a posteriori d'un simple coup d'œil que la valeur du bâtiment enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus esthétique et on s'imagine bien que la valeur patrimoniale de chaque logement a augmenté. Voilà, donc aujourd'hui, pour résumer un petit peu nos missions, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'accompagnement de projets de rénovation énergétique, à travers les différentes phases d'un projet d'éco-rénovation, donc en partant de l'audit énergétique jusqu'à la réception des travaux. Et l'objectif principal de mon recrutement aujourd'hui, ça a été de développer la mission post-travaux et donc d'essayer d'accompagner les copropriétés qui ont fait l'effet d'objet, qui ont fait l'objet de travaux d'éco-rénovation à maîtriser ou du moins à évaluer leur consommation actuelle après travaux et essayer d'inscrire une démarche continue d'amélioration et de diminution de ces consommations-là. Donc, ça passe notamment par des échanges, entre la copro et nous-mêmes, des visites sur site et en essayant de cibler des actions et des préconisations qu'on pourra mettre en place sur le bâtiment et donc qui permettront de pérenniser à la fois les équipements et de maîtriser les consommations sur la copropriété. Voilà, donc éviter le fameux effet rebond. Donc, on en parlera un peu plus tard. Alors, pour information, cette copropriété des Églantiers, on l'avait fait visiter en même temps qu'on avait fait visiter la Pomme il y a quelques années. On avait fait 2 sur Tassin, la demi-lune. Et c'est vrai que, voilà, en termes visuels, on voit bien quand même que c'est quand même plus sympa et que ça fait partie des intérêts. Tu peux peut-être éventuellement compléter sur les étapes d'un projet, comment faire en sorte d'arriver à aller sur un projet performant et en quoi l'ALEC, on va dire, va pouvoir apporter une aide à ce niveau-là. Ouais. Donc les étapes d'un projet, donc elles se déclinent de la manière suivante en copropriété. Donc la première année, donc au moment où il y a l'impulsion du projet, donc le projet, on va dire, naît, donc il est à son étape de naissance. Il y a on essaie d'organiser donc une commission énergie au sein de la copropriété, donc qui sera composée donc de membres du conseil syndical, de copropriétaires qui sont volontaires et qui sont intéressés par la démarche et pour la suivre, et donc effectivement aussi du syndic et de nous-mêmes. Donc, l'objectif, voilà, ça va être de sensibiliser les copropriétaires voilà, à la rénovation de la copropriété. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous habitez très sûrement dans une copropriété et vous êtes assez bien placé pour savoir qu'un projet ne se décide pas comme ça sur une copropriété et que les projets ne font pas forcément toujours l'unanimité. Donc voilà, cette commission-là aura pour but de sensibiliser les copropriétaires et en quelque sorte de les motiver à voter un audit énergétique. Donc, comme vous pouvez le voir là sur l'Assemblée générale 1, l'Assemblée générale 1 va faire l'objet d'un vote de l'audit énergétique qui aura été bien sûr préparé en amont avec notre aide, avec notre soutien. L'audit énergétique aujourd'hui est on va dire le premier pas du projet, car il permet voilà, de faire un état des lieux du bâtiment et donc de savoir où en est la copropriété à l'état actuel. Et donc, voilà, de faire une étude d'opportunité sur l'intérêt réel de faire des travaux. Ensuite, donc, on a une fois que le vote de l'audit énergétique a été acté en AG numéro 1, enfin en AG de l'année numéro 1, donc il y aura toute la partie conception qui sera amorcée, donc avec l'audit énergétique qui sera réalisé par le bureau d'études, par la maîtrise d'œuvre qui aura été au préalable sélectionnée. Donc, à ce stade-là, l'ALEC agit donc pour analyser les offres de maîtrise d'œuvre et savoir si elles respectent correctement le cahier des charges du règlement, enfin le cahier des charges, pardon, du règlement, des subventions du dispositif Ecorénov. Donc, il y a un cahier des charges à respecter et donc l'ALEC est, on va dire, un petit peu juge et arbitre et essaie de conseiller la copropriété vers la meilleure équipe, vers l'équipe qui sera la plus, on va dire, adaptée au projet.
la plus performante. Donc, il y a toujours le volet sensibiliser le copropriétaire. Donc, ça, c'est une action qu'il faut mener c'est tout au long, en sachant que parfois la motivation est très difficile à obtenir, en tout cas, et l'unanimité aussi. Donc, en AG numéro 2, on a les résultats de l'audit énergétique qui sont présentés par le bureau d'études qui aura effectué cet audit. Et ensuite, on aura le vote du maître d'œuvre pour la phase de conception. On peut dire aussi souvent, c'est qu'il y a plusieurs options qui sont proposées, avec des options parfois plus vertueuses que d'autres. Et l'idée, évidemment, c'est d'essayer de montrer qu'avec les aides, on a parfois tout intérêt à aller vers les rénovations les plus pointues. Voilà, les projets les plus ambitieux, effectivement. Donc, en phase numéro 3, année 3-4, comme c'est décrit, il y a la réalisation des travaux. Donc, en amont des travaux, il y aura toute la partie consultation des entreprises. Donc, cette phase-là, donc en amont des travaux, en tout cas en tant qu'ALEC, nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner au travers de toutes ces phases-là. Donc, cette phase-là est déterminante pour la suite et pour l'efficacité du projet qui est en question. Donc, on a toute la partie analyse des devis de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et on a la partie qui intéresse beaucoup et qui est parfois décisive sur le fait de vouloir, sur le fait que la copro veuille ou non continuer effectuer le projet de rénovation, c'est les dossiers d'aide financière. Donc, sur cette partie-là, nous accompagnons également la copropriété à monter et à recueillir toutes les pièces administratives qui sont demandées par le règlement du dispositif EcoRénov. Et donc, on a toute cette partie sur l'analyse des offres, etc. Donc, on essaye main dans la main de sélectionner la meilleure équipe de maîtrise d'œuvre. En tout cas, on vous conseille et on vous dirige vers la meilleure équipe de maîtrise d'œuvre, sachant qu'on a des collaborateurs qu'on connaît depuis très longtemps et on a, on va dire, un recul qui permet aujourd'hui, un retour d'expérience qui permet de rediriger les copropriétés vers la meilleure solution. Donc, au sein de l'Assemblée, Assemblée générale 3, parce que ça a bugué chez moi, c'est pour ça. Ouais, du coup, on va juste terminer sur cette diapo-là pour pouvoir enchaîner, pour rester à peu près dans le format d'une heure. Ok. Donc là, du coup, en AG3, donc on a le vote du programme des travaux donc, qui a été sélectionné, sur lequel on vous conseille aussi techniquement et financièrement le projet le plus viable. On a le vote de maîtrise d'œuvre pour la phase de suivi de chantier. Et on a aussi le vote du budget. Donc tout ça se déroule au sein de la G3. Et ensuite, on a la quatrième étape qui est sur les consommations, pour laquelle, comme je vous l'ai dit précédemment, du coup, on a une nouvelle mission au sein de l'ALEC qui nous permettra et qui permettra aux futures copropriétés qui ont effectué leurs travaux de suivre et d'avoir les outils, et l'accompagnement et la formation nécessaires pour suivre les consommations et essayer d'agir en conséquence en cas d'éventuelle surconsommation. Donc voilà un petit peu autour des étapes d'un projet d'éco-rénovation. Merci beaucoup. Et si jamais les participants ont des questions, qu'ils hésitent, ils peuvent déjà les poser dès maintenant. Hein. N'hésitez pas à lister vos questions sur le chat dans l'onglet Converser. On les prendra à la fin, mais au moins ça nous fera un petit matelas de questions toutes prêtes pour la fin. Et puis éventuellement, si ça te concerne, Mohamed, tu pourras compléter ce que tu viens de nous présenter. Alors, sur la diapo suivante, on va essayer quelque chose. On va voir si le film qui a été fait marche. Donc, on a un petit film de 2 minutes qui vous présente la copropriété avec quelques images et quelques photos et une vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, hop, je vais reprendre la main et je vais laisser la main à Monsieur Gambin, hop, qui va pouvoir nous présenter justement la suite. Alors, est-ce que on vous entend? Alors, moi, je vous entends. J'ai pas beaucoup de son là. C'est à moi de prendre la parole. Allez-y, Monsieur Gambin. Donc, on n'a pas l'image, mais on a le son. Et donc, on vous laisse nous présenter ce qui a été fait sur votre projet. Alors, sur le projet, bonjour à tous d'abord. Sur le projet de la pomme, on a un projet qui a été un petit peu différent de celui qui vous a été présenté. Je crois qu'on est un peu l'exception pour confirmer la règle et que la bonne démarche est celle présentée par Alec et Sylvain. Pour ce qui nous concerne, on s'est posé la question un tout petit peu différemment. On avait un ravalement de façade à faire. Donc, soit on utilisait un système très simple qui est de la peinture. Alors, est-ce qu'elle doit être imperméable? Est-ce qu'elle doit être ceci? Est-ce qu'elle doit être cela? C'est pas le débat. Le débat, c'est peinture. Ou est-ce qu'on essayait d'avoir un bâtiment un peu plus vertueux de façon à aller dans le sens d'une meilleure écologie, si je peux employer le terme, et surtout d'un meilleur confort pour l'ensemble des copropriétaires. Nous avions fait en 2012, comme vous le voyez, une isolation de la toiture qui nous avait déjà amené beaucoup de qualitatifs. Et en 2014, on avait remarqué qu'on avait une problématique sur les colonnes d'eau, chaudes et froides, où on avait de la condensation, ce qui posait des problèmes assez réguliers. Donc, globalement, quand en 2014, 2015, je dirais, on s'est posé la question, que fait-on? On a fait un peu tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé à préparer combien ça nous coûterait avec une peinture classique et combien on pouvait espérer que ça nous coûte si on allait vers quelque chose qu'on a appelé le pack énergie, qui était un peu plus, je dirais, un peu plus, qui cachait un petit peu un certain nombre de choses sans vouloir tricher, mais qui était un projet beaucoup plus large, mais qui ne devait pas effrayer les copropriétaires. On a donc travaillé en amont sur ça et on arrivait à une assemblée extraordinaire en 2015 avec une réunion sur laquelle on a fait une réunion avec beaucoup d'intervenants. En d'autres termes, on a demandé à la Socotec qui s'était occupée de l'audit au sens général du terme, toujours dans le même esprit. On a fait faire un audit du bâtiment avec les problèmes maçonnerie, électricité, etc. Et puis, en même temps, un audit énergétique, de façon à avoir les éléments de l'audit énergétique. Ensuite, on a fait intervenir la personne qui logiquement prenait le marché pour l'ITE. On a fait intervenir la personne qui logiquement prenait le marché pour toute la partie, je dirais, chauffage et annexe. Et puis, on a fait intervenir, bien évidemment, l'ALE à ce moment-là. Et on a, pour terminer, essayé de mettre au tableau les avantages et les inconvénients de la solution qu'on proposait aux différents copropriétaires. Et là, on est passé au vote et on a eu 65% de gens qui ont été d'accord pour aller vers un ITE. Et donc, on a commencé à monter le dossier d'aide avec Operen parce qu'on a attrapé peur en voyant les 100 pages qu'il fallait remplir pour le dossier. Et dans la foulée, on a débuté nos travaux, grosso modo, début du mois de janvier, sur lequel on a mis 6 mois, si vous voulez, à bien obtenir les choses et mettre en œuvre les éléments pour pouvoir démarrer nos travaux. Voilà ce que l'on peut en dire. Alors, ce qui est important, et ça vraiment pour tous les conseillers syndicaux qui sont là, ou toutes les équipes qui se mettent en place, il faut nécessairement que vous ayez une maîtrise de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe soit vraiment motivée pour faire cette rénovation.
Et si jamais certains membres ne sont pas motivés, il faut faire en sorte de leur confier d'autres tâches pendant ce moment, mais de ne pas les faire participer. Parce qu'autrement, c'est des freins extrêmement importants. L'autre point majeur, c'est d'avoir un suivi, une coopération forte avec le maître d'œuvre. En d'autres termes, il faut que vous arriviez à installer, c'est difficile, nous on a réussi à le faire avec le BET Salve, Variance, une véritable, je dirais, une véritable osmose et qui nous a permis d'avoir un travail comme si nous étions dans le cabinet Variance et comme si le cabinet Variance appartenait à la pomme. Donc vraiment d'avoir une osmose extrêmement importante sur la plupart des éléments. Il faut intégrer les copropriétaires, tant au niveau, et ça c'est en amont qu'il faut le faire, donc de savoir un peu quels sont les éléments financiers au niveau des copropriétaires qui pourraient bloquer le projet et trouver les solutions qui permettront à ces copropriétaires d'aller dans le bon sens et d'aller vers un sens de voter oui et d'ensuite de dire chouette, on a voté oui et on est très content parce qu'on a beaucoup d'avantages. Et l'un des derniers points, c'est bien évidemment d'intégrer les copros dans différentes étapes. Rien ne vous empêche de créer des petites sous-commissions sur lesquelles cette sous-commission va choisir par exemple les coloris du bâtiment, ou va choisir les matériaux pour améliorer les entrées, ou va choisir la partie, je dirais, rénovation de tout le fleurissement, parce que globalement il faut le refaire derrière parce qu'il a été abîmé et c'est à peu près normal. Donc de permettre à X personnes de travailler, et non pas à 4, 5 ou 6 ou 10 personnes de travailler, mais d'avoir finalement une volonté d'avoir une trentaine de personnes qui à un moment donné ont bossé sur le projet. Ça c'est vraiment important. Après, alors, vous me dites hein, quand je lance la diapo suivante. Eh bien, allez-y. Alors, hop, si ça veut bien marcher d'ailleurs. Donc là, la phase 1 en 2014. Donc, au niveau des phases, ben, c'est ce que je viens d'expliquer très rapidement en raccourci. Notre bâtiment a été construit en 1975-1978. Il y a eu une première réfection de la façade en 91. On a commencé à avoir des problèmes de décollement de la peinture, des problèmes de joints, quelques petits problèmes de béton, mais vraiment quelques petits problèmes, et on l'a vu dans l'ensemble des photos qui ont été montrées tout à l'heure. Et donc l'idée c'était, fait-on une peinture classique ou est-on plus vertueux, et réfléchissons à économie d'énergie et économie et valorisation de notre bâtiment. On a acté en commission le fait de présenter les deux éléments en partant du principe de dire combien nous coûte un ravalement classique avec peinture et combien nous coûte inversement un ravalement plus vertueux avec les aides que l'on peut escompter, que ce soit les aides de la région, que ce soit les aides du Grand Lyon, que ce soit les aides de la vente des CEE, que ce soit des aides au moment donné sur un certain nombre d'éléments, et donc de dire, voilà, est-ce que si on a un décalage de l'ordre de 10 à 20%, est-ce que les gens peuvent en assemblée générale voter la chose? Sylvain, si vous pouvez passer à la voilà. Alors, la solution B, là, voilà. Donc là, on a choisi la solution B, et ce que je vous ai développé tout à l'heure, on a fait effectuer un audit énergétique, mais à l'intérieur d'un audit général du bâtiment, qui nous a permis de vérifier notre électricité, qui nous a permis de vérifier les éléments de béton du bâtiment, qui nous a permis de vérifier les toits terrasses et les toits terrasses des garages, par exemple. Et donc là, c'est là où on a commencé à faire des cahiers des charges extrêmement précis avec la LE, bien évidemment, de façon à se retrouver avec un projet qui était déjà un projet approximativement ficelé, si vous voulez, quand on a commencé à en parler au bureau d'études pour aller un peu plus de l'avant.
Et puis, en cours de route, c'est là où est devenu le pack énergie, si vous voulez, où on a dit, mais bon, faire une isolation par l'extérieur, qu'est-ce que ça nous amène? Et comment faut-il améliorer la chose? Et là, on a commencé à réfléchir sur la ventilation, sur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur les bouches d'aération à l'intérieur des appartements, sur la mise en place de compteurs caloriques, sur un équilibrage ou pas des différentes colonnes de chauffage, un désembouage, et ça c'est important aussi, de l'ensemble des tuyaux, etc., nous amenant du chauffage. Et puis, surtout, arriver à faire changer les fenêtres individuellement. Et tout ça, on l'a mis dans quelque chose qui s'appelle un pack énergie. Et on a fait voter le pack énergie en assemblée générale. On a fait voter l'ITE, puis après les bouches de ventilation, puis après les robinets thermostatiques, puis après les compteurs, puis après… Non, on a mis tout ça dans un pack énergie et on a fait voter le pack énergie et on a obtenu 65% de gain de cause et 65% des copropriétaires qui nous ont suivis. Alors, on passe à la suivante. Ça y est. Donc, voilà, on a fait voter cette mesure avec un objectif important qui était un cahier des charges financier où on disait il ne faut pas que ça coûte plus de 60 €, et plutôt même moins de 60 € en moyenne par mois sur un appartement sur 5 ans. C'est un objectif qu'on a tenu puisque globalement, on est à 42 € par mois en termes financiers. Donc ça a aussi été quelque chose où les gens n'ont pas rencontré de problématiques, puisque à côté de ça, on avait mis tous les accompagnements financiers, donc de pouvoir, en tout état de cause, avoir un prêt global pour la copropriété, où la copropriété n'était pas responsable, mais que chaque personne était responsable. Ça nous a permis de contourner les limites d'âge. Ça nous a aussi permis d'avoir un taux extrêmement intéressant pour cette époque. Aujourd'hui, ça sera un peu différent, ça sera encore meilleur, mais globalement, pour cette époque, c'était pas mal. On n'a pas traité ça avec la caisse d'épargne qui, logiquement, est maître en la manière. On a traité ça avec Domofinance et on a mis en place des projets avec Solia de façon, donc l'ADEME, de façon à ce qu'on puisse permettre à un certain nombre de copropriétaires d'en bénéficier. 20 copropriétaires ont fait des demandes et 12 dossiers ont été retenus par Solia ADEME. On peut peut-être tourner, Sylvain? Alors, hop. Est-ce que ça passe? Voilà, c'est bon? Oui. Donc, je vous ai résumé l'ensemble de cette diapo déjà, en sachant que systématiquement, on a essayé de faire entrer dans notre cercle, je dirais, de volonté d'y arriver, chacun des intervenants sur lequel on s'est appuyé. La Socotec, les 2 membres étaient là à l'Assemblée générale pour bien expliquer les choses. La partie Operen, les gens étaient aussi là, et systématiquement, on a découpé à l'intérieur de la commission qu'on avait créée, qui était une dizaine de personnes, on a découpé des personnes qui étaient, entre guillemets, leaders par rapport à ces gens-là. Donc, un peu des chefs de file par rapport à Socotec, des chefs de file par rapport au BET Salvé, des chefs de file par rapport à Operen, de façon à ce qu'on puisse toujours aller vers le même système, simplification au maximum, qualité au maximum, tenue des coûts au maximum. Je passe à la suivante. Alors, l'organisation des intervenants. Je viens de la résumer petit à petit. Il y avait 5 personnes très leaders en la matière, si vous voulez. Une pour s'occuper de vérifier les travaux au jour le jour, une pour s'occuper de toute la partie technique, donc de savoir quel moment et quels éléments on pouvait mettre en œuvre pour avoir la technicité optimum, ou du moins optimum en fonction de nos souhaits, de nos besoins et de
nos positions financières, même si on n'a pas hésité, une personne pour s'occuper de la logistique, de façon à pouvoir mettre en œuvre des travaux sans pour cela avoir des gênes extrêmement importantes pour les copropriétaires, une personne qui s'occupait de toute la partie administrative et la partie, je dirais, dossier, etc., et le suivi de ces dossiers, et une personne qui a suivi toute la partie financière de façon à savoir où on allait, comment on y allait, et est-ce qu'on était dans les clous par rapport au budget qui avait été défini. En sachant que systématiquement, à ces moments-là, on a mis en place des retours vers les copropriétaires pour leur dire où on en était par rapport dans les actions, mais où on en était aussi en termes de pilotage du projet, et est-ce que le projet piloté était dans un élément, je dirais, et qualitatif et financier, conforme à ce que l'on avait proposé. Ok. Alors, les limites du projet. Alors, globalement, au niveau du projet, il y a une limite qui est extrêmement importante, extrêmement importante. Il faut vraiment, vraiment la prendre en considération, c'est la communication. Il faut trouver les moyens pour communiquer avec les gens, pour éviter d'avoir mais on m'a dit, ou les fameux bruits de couloir que personne n'a dansé, mais qui existent. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment travailler, c'est-à-dire que il faut créer des mini-réunions, il faut, quand vous sentez qu'il y a une information qui part dans les couloirs, la récupérer et donner une autre version si tant est qu'il y a une autre version à donner. On avait créé un petit journal pendant qu'on a appelé la Gazette, pendant tous les travaux, si vous voulez, et on l'avait créé de façon un peu amusante en s'appuyant sur un grincheux, deux perroquets et le langage lyonnais, de façon à ce qu'on passe des messages amusants et que les gens puissent prendre en considération, susciter les discussions, c'est-à-dire que quand on rencontrait des gens dans les allées ou sur le parking, on essayait de discuter avec eux pour savoir comment ils voyaient les choses. Et puis, on s'est appuyé aussi sur l'air du temps intranet, en sachant qu'aujourd'hui, on a plus de facilité pour s'appuyer sur des méthodes beaucoup plus modernes, la preuve en est. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce que l'on a fait, et en amont et en aval. Alors, je passe la suivante. Donc ça, vous nous avez parlé des 65% pour. Donc là, je vous en ai parlé. Hein, donc, on a eu 60% pour, hein, 65% pour, pardon, la première fois, avec une seule AG. Mais je ne dis pas que notre méthode était la bonne. Hein, je dis tout simplement que c'était la méthode qu'on a utilisée à un moment T, 2015. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, comme vous ont présenté les gens de l'ALEC avant moi. On a bien redéfini les 5 managers du projet, tels que je vous les ai développés tout à l'heure. Le cahier des charges fonctionnel, bon, bah, ça a été acté, et puis le schéma de fonctionnement et le suivi journalier. Donc on a fait simplement un suivi d'études comme on peut en faire dans n'importe quelle entreprise, à partir du moment où on a des objectifs et qu'il faut tenir ces objectifs. Alors, on va voir un peu le projet en détail et en images. Oui. Donc, ce que l'on a fait en partant du toit, c'est qu'on a remplacé les tourelles du toit, toutes les tourelles, si vous voulez, en les reliant et en ayant à l'intérieur des mesures de température, c'est-à-dire quelle est la valeur de l'air que l'on extrayait dans les appartements, et on est capable de dire on extrait dans telle allée tant d'air, on extrait dans telle allée tant d'air, en fonction des réglages des différents copropriétaires. Quelle température de l'air, hein, veuillez m'excuser, j'ai mal dit. On a mis des bouches hydro-réglables dans les logements. Alors, elles ne sont pas très belles, je le reconnais volontiers, et on a eu quelques soucis avec l'esthétique sur ça, mais globalement, on a réussi à faire comprendre aux gens qu'on ne pouvait pas faire autrement. On a fait une isolation thermique par l'extérieur. On a remplacé les menuiseries privatives pour 51 copropriétaires.
Donc l'idée, c'était, et comme expliqué tout à l'heure, c'était de créer un pack énergie, c'est-à-dire on prend la totalité des choses avec un objectif d'être en BBC sans vouloir déclarer qu'on est BBC. Parce que chaque fois, on ne voulait pas qu'il y ait un rejet lié à ils veulent trop en faire. Donc ça nous a permis de changer, d'avoir des menuiseries toutes les menuiseries qui ne répondaient pas aux normes et qui avaient plus de 5 ans, on a demandé aux copropriétaires de les changer. Et on a réussi à les changer, ça a été du dialogue, ça a été des négociations globales, ça a été un certain nombre de choses, ça a été des aménagements pour certains de façon à aller dans leur sens tout en respectant la façade, mais globalement on y arrive. On a mis les robinets thermostatiques, donc ça veut dire qu'on a été obligé de changer les pompes à variation double dans la chaudière. On a fait le désembouage du réseau. On a un désemboueur magnétique qui casse aujourd'hui tout ce qu'il peut avoir en bout pour qu'on ait des tuyaux qui soient des tuyaux le plus propres possible. On a modifié aussi toute la partie, je dirais, toute la partie liée à l'Uranus, c'est-à-dire le phénomène le petit logiciel qui permet de modifier les températures de façon informative à distance sur la chaudière, de façon à ne plus avoir des déplacements ou pas. Et puis, on a réisolé le plancher bas. On avait 7 cm, on a mis 15 cm de plus, donc on a mis 22 cm dans 80% du bâtiment. Et puis, à des endroits, on n'a pas pu mettre 15 de plus, on a mis 10 parce qu'autrement, ça ne passait pas avec les tuyaux. Et comme vous l'avez vu dans le petit diapo, tous nos tuyaux sont bien sûr isolés. Nos tuyaux de chaufferie sont bien sûr isolés pour garder le maximum de chaleur et pas avoir de déperdition. On peut peut-être tourner. Bon, on a isolé de façon un peu plus importante les pignons, c'est vrai. Alors, sur les pignons, si je peux me permettre de donner un conseil, si c'était à refaire aujourd'hui, on mettrait des renforts sur les angles. Ça se fait bien, ça se voit, c'est assez sympathique, parce qu'on se rend compte que les angles sont des endroits fragiles du bâtiment. Non pas qu'ils sont en dépréciation, mais ils sont fragiles. Donc on aurait certainement renforcé un peu plus cet élément-là si c'était à refaire. Alors, c'est bon pour moi. Les menuiseries. Bon, ça, on l'a expliqué tout à l'heure. Hein, on est passé par une entreprise et on a fait une réflexion complète. Hein, bon, on l'a fait plutôt sur la partie, comme on a démarré nos travaux janvier-février, on l'a fait plutôt sur la partie juillet, août, septembre. On a commencé 15 juin et on a fini 15 septembre parce que c'est quand même plus confortable d'avoir une fenêtre manquante au mois de juillet que d'avoir une fenêtre manquante au mois de février ou au mois de mars. Alors... Ça, c'est la partie logistique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est la partie plancher bas hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on a rajouté 15 ou 10 en fonction, aux 7 que nous avions déjà en fonction de ce que l'on pouvait avoir, de façon à ce que l'on puisse aller de l'avant. On peut peut-être tourner. Oui, donc ça, c'est les photos avant. C'est la partie un peu… bon, ça, c'est des photos d'avant. C'est ce que l'on rencontrait quand on s'est posé la question, doit-on ou doit-on pas refaire le bâtiment? Donc, des décollements de peinture. Là, c'est juste un décollement de peinture. On avait quelques angles qui perdaient un peu du béton sur les pieds. Bon, des petites choses comme ça. Mais notre bâtiment était… intrinsèquement, il était propre et sain. On peut peut-être tourner? Oui, là, bon, on voit le même genre de choses. Ça, c'est des nouvelles photos que vous pouvez voir. Bon, vous vous apercevez que sur la photo de gauche, au niveau des joints, vous avez un joint qui est un petit peu défaillant. Donc, l'idée, ça a été de reprendre tous ces joints, de mettre des cache-joints dessus, de façon à réisoler correctement, mais rester avec des joints de dilatation qui étaient des joints de dilatation complètement cohérents.
Ça, c'est la partie des travaux. Donc, c'est on plaque, hein, vous connaissez certainement, on plaque, on va mettre des chevilles X par plaque. On va ensuite mettre la colle nécessaire et puis après va se venir se greffer les différentes couches de colle, les différentes couches de grésé ou les différentes couches que l'on a pour finir le bâtiment. Voilà, ça c'est une autre partie, hein, c'est la partie d'un côté que vous avez vu le pignon qui était au niveau de la colle. Là, il a les deux parties de colle, comme vous le voyez. Il y a une partie claire, une partie humide. Donc, vous avez effectivement les deux couches de colle. Ensuite, sont venus les enduits et ensuite sont venus le grésé final de façon à donner la colorerie de peinture du bâtiment, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et vous voyez qu'il y a des renforts complémentaires sur tous les angles du bâtiment, de façon à renforcer au maximum, ou sur les angles du bâtiment, on est plutôt à 3 couches de colle qu'à 2 couches de colle. Donc ça, c'est une partie ancienne du bâtiment et une partie nouvelle du bâtiment, pour vous donner une différence de ce qu'était. Et on a travaillé, comme vous le voyez, avec des... non pas avec des échafaudages, parce qu'on aurait eu beaucoup plus de dégâts encore qu'on en a eu sur tout ce qui est espace vert, mais avec des échafaudages suspendus et treuils, bien évidemment extrêmement normés au niveau de la sécurité des personnes qui ont travaillé dessus. Alors, on va parler un petit peu argent. Oui, il faut en parler de l'argent, hein. Ça sert quand même. Hein. Bon, globalement, voilà ce que ça nous a coûté, mais je rappelle, hein, on était dans une situation où toutes les planètes étaient alignées. En d'autres termes, la construction était au plus bas, les gens cherchaient des marchés, donc ils étaient beaucoup plus ouverts à proposer des prix et des tarifications intéressantes, que ça soit pour les murs, que ça soit pour Fauveau. Alors Fauveau, c'est toutes les couvertures. Et là aussi, j'attire votre point sur les couvertines. On a des couvertines classiques comme ça se fait aujourd'hui, hein, en métal. C'est à réfléchir parce que quand il pleut, surtout pour les gens du dernier étage, ça fait quand même du bruit. Donc c'est ça c'est aussi un point, si c'était à refaire, qu'on réfléchirait certainement un peu différemment. Bon, le plancher bas, c'est du projeté, donc vous connaissez. Ensuite, toute la partie VMC hydro, ben, vous avez vu. La partie modification thermostatique, là aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a changé 520 robinets thermostatiques. On a changé 520 robinets classiques en 520 robinets thermostatiques. C'est assez extraordinaire le nombre de robinets qu'on a pu avoir. Toute la partie modification de chaudière, c'est donc la partie liée à tout ce que l'on peut avoir, si vous voulez, sur l'Uranus dont je vous ai parlé tout à l'heure, les pompes pour faire fonctionner le thermostatique, etc. Et puis le BOT Salvé qui devait nous rejoindre, mais qui est bloqué en rendez-vous pour l'instant. Voilà, le total du chantier, fenêtre comprise, je répète, fenêtre comprise, ça a été 714 000 €. C'est un peu moins parce que dans le Nord-Bas, il y avait quelques fenêtres qui ont été faites pour un autre bâtiment, mais globalement, c'est marginal, donc autant prendre des chiffres comme ça. Soit un prix de mètre carré de 114,90 € brut, sans aucune subvention. Bien évidemment, si vous avez besoin de chiffres un peu plus précis avec les subventions qu'on a pu obtenir, qui étaient là aussi en plein état aligné parce qu'on avait tout, on avait les 30% sur les fenêtres, on avait les 30% sur les murs, etc. etc. Je peux aussi vous en donner parce que tout est calculé. Ce qui nous a amené à un prix de revient de 8 620 € pour le F3 moyen chez nous. Le F3 moyen chez nous, c'est 90 mètres carrés avec 4 fenêtres et 2 grandes portes-fenêtres comprises à l'intérieur de ces 8 000 €. Voilà ce que l'on peut en dire. Après, s'il faut détailler, on peut détailler pour savoir combien ça nous a coûté uniquement en fenêtre ou uniquement pour la partie façade
ou ITE, plancher bas, etc. Voilà ce que l'on peut en dire aujourd'hui. Alors, sur la partie suivante, on va parler des subventions, justement. Alors, au niveau des subventions, bon, on a eu une subvention Éco-Rénov de 2 000 €. On a eu un projet de logement positif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, il faut savoir que l'on n'a pas eu la totalité des 2 000 € par appartement. On n'a eu que 132 000 € parce que notre devis général était inférieur à une certaine somme et donc on a eu quelque chose au niveau d'un pourcentage. On a vendu nos certificats d'économie d'énergie, ce qui est tout à fait logique. Et en aide complémentaire, on a eu une subvention de l'ANA pour 12 copropriétaires. Et puis, bien sûr, les crédits d'impôt énergétique pour les propriétaires occupants, donc les fameux 30% sur les FNEC, les fameux 30% sur la partie de l'ITE et du chauffage et je dirais de toute la partie plancher bas, si vous voulez, toute cette partie-là où on pouvait obtenir 30% en déduisant un certain nombre de postes qui n'étaient pas pris en compte pour les 30%. Et on a proposé un prêt à copropriétaires, ils ont adhéré ou ils n'ont pas adhéré, avec deux bases en termes de temps, soit un prêt 5 ans, soit un prêt 7 ans, avec de l'homofinance. Et à ce moment-là, on a traité sur une base de 1,15%. Voilà. Alors, on va parler justement des 2 années qui se sont écoulées depuis les travaux. Alors, globalement, bon, c'est vrai que j'aurais pu parler, comme beaucoup de gens, en kilowatts dépensés, etc. Mais je crois que tout ça, c'est pas clair pour un copropriétaire. Pour lui, ce qu'il regarde, c'est la valeur de ses charges. Combien je payais avant et combien je paye maintenant. Au niveau du chauffage, c'est simple, on a baissé de 50%. À DGU, donc à degré jour unitaire très constant, et un nombre de jours de chauffe tout à fait comparable. En d'autres termes, depuis qu'on a remis en place les éléments, on chauffe pratiquement à 5 jours près, toujours pareil. On aura fini notre tour sur investissement en 6 ans. Globalement, on va finir l'année prochaine, ça sera fini. On aura une évolution de prix à la revente de l'ordre de 500 à 600 € du mètre carré. Ça, c'est prouvé, hein, parce que dans notre ensemble immobilier, il y a 2 résidences. Il y a la nôtre et puis la résidence d'à côté qui comprend 2 bâtiments qui sont construits à peu près à la même époque. Et on regarde les prix de vente qui sont faits. C'est assez simple, hein. On sait les prix de vente au mètre carré qui ont été faits dans les bâtiments de l'autre résidence et les nôtres, et on se rend compte qu'il y a entre 500 et 600 € supplémentaires. Et globalement, en termes d'attractivité, on a une attractivité très forte, puisqu'un appartement chez nous, les 4 derniers appartements qui ont été vendus depuis la rénovation, se sont vendus en 15 jours. C'est assez étonnant, mais en 15 jours. Alors après, il y a tout ce que moi j'appelle intangible, c'est-à-dire c'est pas financièrement quantifiable parce que c'est de la qualité. En d'autres termes, les robinets thermostatiques permettent de personnaliser le chauffage pour chaque appartement. Ceux qui sont frileux montent et ils peuvent monter jusqu'à 23 degrés dans leur appartement, ce qui est pas mal, me semble-t-il, ou du moins ce qui, à aujourd'hui, nous permet de ne plus avoir aucune commentaire sur le chauffage en disant j'ai froid, c'est pas assez chaud, que ce soit au dernier étage ou que ce soit au rez-de-chaussée ou que ce soit sur les extrêmes du bâtiment. Donc chacun chauffe comme il a envie et chacun paye son chauffage traditionnel. Au niveau, on a mis des sas d'entrée et clairement, si vous voulez, là on gagne 2 degrés de température, 2 à 3 degrés de température. 2 degrés l'été et 3 degrés l'hiver parce que ça coupe complètement et on a une première porte qui permet d'aller dans la partie boîte aux lettres si je peux employer, puis une deuxième porte qui va desservir vers l'ascenseur, etc. Et là globalement on voit très bien
les différences qu'il peut y avoir. Et au niveau de l'ITE, tout à l'heure, ça vous a été expliqué par la personne de l'ALEC, il est clair qu'on a un lissage de la chaleur en hiver et en été, et une fraîcheur en été. En d'autres termes, le bâtiment garde facilement sa chaleur jusqu'à octobre, la chaleur de l'été, et garde l'hiver, il va jusqu'au 15 juin, on a un bâtiment qui est très tempéré parce que l'hiver a continué à faire en sorte de mettre le bâtiment à un bon niveau de température. Voilà ce que l'on peut en dire. Après, bon, j'ai mis quelques partenaires parce que ces gens-là ont beaucoup travaillé pour nous, entre autres la société Folguera et Belay pour tout ce qui est l'isolation par l'extérieur. Norma, qui est une filiale de Triba, donc le groupe allemand, qui, elle, s'occupe vraiment des rénovations au niveau, globalement, au niveau, je dirais, grande transformation. C'est eux qui ont fait la Poste de Lyon, par exemple. Ils font vraiment de la rénovation, ils ne font pas du tout de la menuiserie individuelle. Opérenne, parce que clairement, pour tout ce qui concerne, entre autres, les CE, le dossier est d'une complexité absolument extraordinaire et on l'a fait gérer par ça. Et puis Prestige Nature, parce que c'est la personne qui a, entre guillemets, et ça c'est un budget de l'ordre de 10 à 12 000 euros pour notre bâtiment, qui a remis en état toute la partie espace vert autour de notre bâtiment. Ok. Alors justement, on va prendre des questions s'il y en a. Mon collègue a déjà répondu à pas mal de questions au fil de l'eau sur le chat. Du coup, j'essaie de regarder. J'essaie de regarder s'il y a des choses. Est-ce qu'il y a des prêts collectifs sans conditions individuelles, notamment d'âge, de taux d'endettement? Oui, c'est ce qu'on a fait chez Domofinance, c'est ce qu'on a obtenu. En d'autres termes, on avait un prêt général qui n'était pas garanti par la copropriété, mais sans âge, sans endettement, sans rien. Alors, on m'avait en partie répondu, mais quelqu'un nous disait qu'il trouvait que le coût par foyer était bas. Il avait calculé 4 000 € par rapport à ce qu'il avait en tête. Et donc, il demandait le coût moyen par foyer, vous pouvez nous confirmer? Ah oui, sans problème. Je dirais même que le coût que je vous ai donné, c'est un coût brut. Si on déduit l'ensemble des aides complémentaires que l'on pouvait avoir, on arrive à un chiffre très inférieur à celui-là. Très, très inférieur à celui-là. D'accord. Je ne vais pas le donner. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Un pourcentage des travaux sur le syndic, 0. On n'a pas accepté que le syndic prenne un pourcentage sur les travaux. D'abord parce que, très objectivement, hormis la partie paiement des factures et puis la partie animation à l'Assemblée générale et puis une ou deux réunions auxquelles il est venu, on n'a pas eu, le syndic n'a pas eu à s'engager de façon extrêmement importante dans l'ensemble des éléments qu'on a fait. Bien évidemment, il est venu avec Solia, avec moi, ou bien évidemment, on a reçu ensemble Domofinance et la Caisse d'épargne, en sachant que c'est la copropriété qui a décidé Domofinance avec des réunions individuelles pour chacun, si les gens qui le souhaitaient. Donc globalement, on a expliqué au syndic qu'il n'y avait pas de raison qu'il touche un pourcentage. Et il a joué le jeu, il l'a dit très volontiers et on le remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres. Il y a une question qui concerne l'assurance dégâts ouvrages. Ça, je n'ai pas su répondre parce que… il faut compter 50% de la valeur des travaux. Oui, on a un dommage ouvrage, bien évidemment. Donc, 1,5% de la valeur des travaux. Tout à fait. Merci.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que là, comme on a fait à peu près 1 heure, on est dans le format habituel. Et ouais, donc il y a pourcentage du syndic sur les travaux. Si j'ai pas. Si, non, Pardon? il vient de répondre. Elle a répondu. D'accord, c'est 0. bon. 0. 0, ok. Donc là, il y a une nouvelle question. Est-ce que le syndic a pris des honoraires pour constituer le dossier? Non, non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement, l'ALEC nous a beaucoup aidé dans la confection des cahiers des charges. Les cahiers des charges ont été rédigés avec le BET Salvé et je regrette vraiment que M. Salve ne soit pas là ce soir, pris par ses occupations. Et puis ensuite, on a utilisé Operen pour monter un certain nombre de dossiers, entre autres celui des CE, que nous avions beaucoup de difficultés à mettre en œuvre. Non, le syndic n'a pas monté de dossier. Ok, très bien. Alors, autre chose. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, et du coup, sur le même sujet, donc est-ce qu'il s'agissait de la régie Pedrini? Non, mais peu importe la régie, que ce soit la régie Ouais, Pedrini ou c'est la régie qui nous suit, mais ce n'est pas le phénomène de la régie Pedrini ou pas de la régie Pedrini. Je crois que M. Pedrini, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a joué le jeu et je l'en remercie chaque fois. Bien évidemment, le phénomène, comme je l'ai expliqué, Nicolas Pedrini n'a pas eu un investissement extraordinairement important. Il a fait son apprentissage. Il a été chercher, ce qui est normal aussi, le prix de la meilleure isolation qu'on a obtenu. Ça lui a permis de mettre en œuvre des nouvelles copropriétés qu'il gère et donc de pouvoir mieux, pour les autres copropriétés qu'il a gérées, de pouvoir mieux expliquer, mieux mettre les choses au point. Autour de ça, hormis les factures et hormis le fait d'accompagner, il a plutôt été spectateur et c'est plutôt des gens comme le BET Salvé, comme l'équipe mise en place par la copropriété, comme des gens comme Operen qui ont vraiment dégrossi le phénomène. Et bien évidemment, tout ça fait aujourd'hui la technicité de la régie Pedrini et bravo à lui de les avoir pris en compte pour pouvoir mener à bien les autres opérations qu'il fait aujourd'hui sur l'isolation par l'extérieur. Alors, on a encore 2 questions avant de clore ce soir. Donc, avez-vous rencontré des problèmes d'amiante? Je dirais oui et non. Oui, parce que si vous revenez en arrière, vous allez voir entre les grandes baies vitrées que l'on a, on avait un risque d'amiante. Donc, on a fait préparer des caissons complets, c'est-à-dire que les gens n'ont pas touché l'amiante. Et donc, on a rapporté des caissons complets avec une isolation particulière, c'est-à-dire qu'on a pu descendre le centimétrage de la mousse tout en ayant la même qualité d'isolation de façon à pouvoir mettre ces caissons en place et pas toucher l'amiante. D'accord. On nous demande aussi au moment du vote comment vous avez convaincu les irréductibles, si jamais il y en avait. On ne les a pas convaincus lors du vote, puisqu'on n'a pas obtenu 100% des voix, on en a obtenu 65. Aujourd'hui, ce qui est le plus amusant, c'est que ces fameux irréductibles sont les gens qui sont le plus contents de l'isolation par l'extérieur et qui sont les meilleurs, je dirais les meilleurs mandataires pour faire de l'isolation par l'extérieur avec un pack du type énergie. Ils trouvent le bâtiment plus neuf, ils trouvent le bâtiment plus agréable, plus sexy, entre guillemets, plus esthétique, qu'ils ont gagné en qualité, qu'ils ont gagné en qualité d'ouverture de leurs fenêtres, etc. Donc, les 10% de vrais problèmes que l'on pouvait rencontrer en réductible sont aujourd'hui les gens qui défendent le mieux ce qu'on a fait comme travail.
Puis ce qui est marrant, c'est qu'on peut signaler que sur des copropriétés qu'on a déjà fait visiter dans le passé, il y a parfois toutes les allées n'ont pas bénéficié d'une rénovation thermique et les rares qui ne l'ont pas fait s'en mordent les doigts aujourd'hui. En tout cas, l'autre question qu'on nous posait, c'était est-ce que vous aviez du coup eu beaucoup de réunions de contact avec l'ALEC, donc avec nous-mêmes? Alors, oui, si vous voulez, globalement, on a beaucoup travaillé au départ avec l'ALEC. C'est-à-dire en 2014-2015, quand on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on fait pour ce bâtiment? Est-ce qu'on fait un bâtiment plus vertueux ou est-ce qu'on fait classiquement une peinture et tout va bien, la vie est belle, on va le rénover un peu comme ça? On a beaucoup travaillé avec l'ALEC. On a fait des petits stages, on a fait de la formation, on a fait beaucoup de choses de façon à ce que l'on puisse essayer d'avancer. Et là, on avait un interlocuteur, je peux le citer sans aucun problème, hein, qui est Bertrand Dubertret. Thomas Dubertret. Thomas Dubertret, oui, pardon, autant pour moi, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup guidés et qui nous a permis de faire quelque chose de très propre au niveau des cahiers des charges. Donc oui, on a beaucoup travaillé en amont avec l'ALEC. Et puis une dernière pour la route, sur 72 logements, on nous demande combien de copropriétaires vous avez réussi à mobiliser dans les différentes commissions? 10. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait à peu près, il y avait 10 personnes qui sont volontaires avec le conseil syndical et puis 10 personnes complémentaires en moyenne pour travailler sur le sujet. En d'autres termes, on a demandé aux 2 experts comptables qui étaient avec nous de bien vouloir mettre le nez dans les chiffres avec nous pour suivre le budget. On a demandé aux dames, et exclusivement aux dames, de s'occuper de tout ce qui était peinture extérieure de façon à donner l'esthétique du bâtiment que vous avez vu. On a demandé à des personnes qui étaient plutôt dans le métier de la maçonnerie, etc., de nous aider à suivre le chantier. On a demandé à des personnes qui avaient du goût, ou du moins qu'on considérait qu'il y avait du goût, de comment on pouvait aménager notre entrée pour pas qu'elle soit uniquement peinte, de façon à ce que si vous voulez, on ne se retrouve pas avec une allée très rapidement sale. Donc, on a aménagé ça avec des carreaux de différentes largeurs pour lui donner un peu plus de place, etc. etc. Donc, ça, vous voyez, à tour de rôle, on avait des personnes qui bossaient, je dirais une quinzaine de personnes en moyenne qui bossaient, ou qu'on allait chercher en disant qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse, pour ces précisions. Je peux peut-être vous mettre les coordonnées quand même de l'ALEC pour justement les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on n'est pas trop dur à trouver, mais il faut prendre rendez-vous avant, puisqu'on est dans la gare des Brotteaux, dans l'aile nord, au-dessus de la brasserie L'Est. C'est plutôt connu comme lieu. Et puis, les collègues de la LTE ont des permanences délocalisées sur un certain nombre de territoires. Donc, voilà, on a à la fois des conseillers classiques, entre guillemets, qui vont plutôt renseigner les gens qui sont en maison individuelle. Et puis, on a des conseillers et des accompagnateurs qui sont plutôt spécialisés sur la copropriété, comme c'est le cas de Thomas, comme c'est le cas de Robin Lhuillier, comme c'est le cas de Mohamed qui nous a rejoint récemment. Et puis, on a quelques collègues qui sont un peu à cheval entre les deux, qui dépannent aussi parce que, effectivement, c'est une demande qui explose depuis quelques années et on en est bien content parce que tant qu'à faire des travaux, autant les faire le mieux possible. Alors, je ne sais pas si Mohamed avait quelque chose à ajouter. Non, écoute, je pense que l'essentiel a été dit. Merci beaucoup, Monsieur Gambin, pour votre présentation. Alors, moi, je précise, l'ALEC à mon mail, si des gens veulent me poser des questions par mail complémentaires, avec plaisir, j'y répondrai. Si j'en ai la compétence, bien évidemment. Mais globalement, je ne suis absolument pas fermé. Je crois que j'ai bénéficié de beaucoup de retours des gens de l'ALEC. J'ai bénéficié beaucoup de retours des gens qui avaient fait des ITE avant nous. Si certaines personnes ont besoin, vous leur donnez mon mail, il n'y a aucun problème pour répondre ou avoir un contact téléphonique avec les gens.
c'est normal de renvoyer ce que l'on a obtenu par avance. En tout cas, merci à vous à la fois pour votre disponibilité, pour votre proposition d'être complémentaire. Je souhaite à tous les participants une très bonne fin de soirée. Et comme je vous disais tout à l'heure, le webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Donc, pour faire plus simple, vous tapez sur YouTube EIE69 et vous allez trouver celle-là, vous allez trouver les précédentes, vous allez trouver toutes les conférences en format webinaire qu'on a fait pendant le confinement. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et a priori, il n'y aura plus d'événements pendant l'été et on espère pouvoir se retrouver peut-être sur des événements sur le terrain dès la rentrée prochaine. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.